Fabien Guissot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint au développement économique et au partenariat stratégique de Grand Paris Aménagement. Vous intervenez aujourd'hui au micro de BITV en tant que copilote d'une étude qui a été faite par l'ORIE sur l'impact à horizon 2026 des futures offres de transport franciliennes sur les marchés immobiliers. Une étude que vous avez copilotée avec Éric Bousserez. Quelle a été la méthodologie de cette étude ? Je dirais comme tous les groupes de travail pilotés par l'ORIE régulièrement, l'objectif, c'est déjà de réunir des experts, des adhérents de l'ORIE, de proposer à des adhérents de l'ORIE de rejoindre le groupe de travail. Ça, c'est la méthodologie qu'on utilise pour chacune des études qui sont réalisées en interne. Les études sont réalisées grâce aux permanents de l'ORIE. J'en profite pour saluer le travail des permanents de l'ORIE, notamment Raphaël Zepa, qui est la chargée d'études, qui a produit l'étude de nos côtés. On a réuni en fait à 6 ou 7 reprises environ 25 personnes, investisseurs, conseils, collectivités locales, promoteurs, qui ont travaillé sur le sujet avec nous. Ça, c'est, je dirais, la méthode de travail au sens qui. Maintenant, le comment, on s'est posé la question par rapport à ce thème, de savoir comment on allait faire et quel type de données on allait utiliser. Bien sûr, comme on parle des transports en commun, on est allé à la source du sujet auprès de la Société du Grand Paris et puis également en reprenant tout ce qui avait déjà été livré au niveau des lignes de métro, des extensions et tout ce qui allait être livré. Pas forcément uniquement sous la maîtrise d'ouvrage de la Société du Grand Paris, mais on a aussi repris des indicateurs de marché. Et en fait, on a classé ces indicateurs en 3 catégories. La catégorie des indicateurs photographiques, ceux que l'on observe à l'instant T sur les pôles, en l'occurrence les pôles tertiaires ou les zones de marché tertiaire. Bien sûr, on a regardé donc, dans les indicateurs à l'instant T le taux de vacances, l'offre immédiate disponible, etc., les indicateurs qu'on connaît bien. On a regardé évidemment ce qui s'est passé en termes de dynamique dans les années passées, sur les 5 ou 6 dernières années. Et c'est intéressant parce que ça donne déjà la lecture en fait, de la dynamique de ces pôles, à l'aide d'un certain nombre d'indicateurs qui sont là aussi relativement connus. Cela dit, dans ces indicateurs, on est allé chercher aussi des choses qu'on a moins l'habitude d'utiliser, comme la transformation de bureaux en logements, déjà opérés sur ces pôles ou zones de marché. Et surtout, on a ajouté une 3e catégorie d'indicateurs, qui sont les indicateurs prospectifs. En se disant, en regardant bien sûr ce qui va être livré sur les pôles ou zones de marché tertiaires, ce à quoi on peut s'attendre en termes de livraison, en regardant aussi quel allait être le volume de voyageurs dans les gares livrées à un horizon qui est l'horizon 2026, qui est l'horizon de compréhension, on va dire, à 2 ou 3 ans, à la fois valide pour les investisseurs et pour les utilisateurs, considérant qu'au-delà de 2026, on est sur des horizons de temps qui sont quand même moins maîtrisés par les acteurs du marché en tant que tel. Donc voilà globalement comment on a procédé. Ça, c'est avec un gros volet quantitatif en quelque sorte. Et puis, on est allé chercher aussi sur un volet qualitatif des discussions avec des investisseurs, avec des promoteurs. On a organisé un webinaire avec l'association des directeurs immobiliers également pour avoir le retour des utilisateurs sur leur driver, leur nouvelle manière d'appréhender finalement la recherche d'implantation tertiaire. D'accord. Ça fait une très bonne transition avec ma question suivante sur les caractéristiques et les déterminants de cette demande de bureau. Qu'est-ce qu'il en ressort de cette étude et de vos échanges, bien sûr, avec les utilisateurs? Ce qui ressort de l'étude, c'est que, et c'est une phrase qu'on a utilisée à plusieurs reprises lors de la soirée de restitution de l'étude. Les transports en commun aujourd'hui, alors l'emplacement reste toujours le moteur, le déterminant. Mais en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le terme emplacement? Et cette notion du contenu de la notion d'emplacement, elle évolue quand même de manière assez sensible, particulièrement au regard de ce qui s'est passé ces 2 ou 3 dernières années. La notion d'emplacement, en lien avec la logique de transport en commun, on l'a traduite par les transports en commun deviennent nécessaires, ou en tout cas, leur nécessité va se renforcer, mais ils ne sont pas suffisants. Alors, c'était déjà le cas auparavant, mais ça sera d'autant plus le cas demain. 2 constats complémentaires par rapport à ça. Le premier, c'est que attention à la hiérarchie, à l'évolution relative de la hiérarchie des pôles. C'est-à-dire qu'on a bien distingué des pôles qui
sont déjà dans des dynamiques qui sont des dynamiques un peu difficiles aujourd'hui sur les années passées et qui vont bénéficier de nouvelles offres de transport en commun. Et sur la majorité de ces pôles, on se dit qu'on a quand même un levier d'amélioration du fonctionnement des pôles qui est intéressant. En revanche, on a vu des pôles dont les dynamiques sont déjà difficiles dans les années passées et qui ne bénéficieront pas de nouvelles offres de transport en commun dans les années à venir. Et là, clairement, on a indiqué lors des résultats de l'étude que sur ces pôles, on avait des inquiétudes importantes sur le maintien du volume tertiaire et l'attractivité tertiaire qui a été connue sur ces 20 dernières années. La question de la mixité urbaine, la question de l'environnement urbain dans lequel l'offre tertiaire vient s'implanter est de plus en plus importante. La question de la qualité urbaine au sens de la notion de sécurité prend une importance significative également. Et on le voit bien, le sujet du recrutement est un sujet qui est un sujet majeur pour beaucoup d'entreprises. Et donc, les effets de centralité sont aussi de centralisation sur Paris ou sa proximité immédiate, ou la Défense, qui est ultra connectée à Paris, sont aussi les effets de besoin de recrutement dans des zones qui sont des zones avec un degré de mixité et de services urbains, d'aménité, qui est aujourd'hui extrêmement important. D'accord. Quelles sont les recommandations ou quels sont les enjeux que pointe l'ORIE suite à ces grands enseignements? On a 3 types d'enjeux. Le premier, c'est d'accompagner les territoires dans les mutations de leur pôle tertiaire. Et cette notion d'observatoire, cette notion d'anticipation, cette notion consistant à essayer d'agréger des données et des dynamiques pour donner aux décideurs plus de matières premières pour orienter leurs décisions. Et parfois, il faut le dire, pour aussi, quelque part, emporter la conviction que les mutations sont en train de s'opérer et qu'elles sont probablement irréversibles sur certains pôles. Voilà, cette notion d'observatoire, en tout cas de fabrication de la donnée, pour pouvoir la fournir aux décideurs locaux, ça nous semble être un premier enjeu extrêmement important. Le deuxième enjeu, on l'a relevé autour de la transformation des actifs qui sont aujourd'hui vacants. Plusieurs recommandations par rapport à ça, la question du fonds friche, enfin la question des fonds friches, avec certainement le fait d'élargir la notion de friche à la dimension tertiaire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a tendance à considérer qu'une friche, c'est un ancien site industriel pour faire vite, qui est vide. Demain, on aura des friches tertiaires. Il faut prendre en compte cette réalité-là. Deuxième recommandation par rapport à ça, c'est le fait de pouvoir mutualiser finalement les coûts relevant de la transformation d'immeubles de bureaux en autre chose, et particulièrement en logement. Si on veut faire du logement à partir des immeubles de bureaux, on sait bien que ça coûte aux collectivités, notamment, alors bien sûr à l'investisseur en premier lieu, mais aussi aux collectivités, parce qu'il faut produire des équipements publics, il faut produire des équipements, et ça a un coût. Donc l'objectif, c'est de travailler des opérations d'aménagement qui mutualisent finalement la transformation de plusieurs immeubles. Aujourd'hui, on fonctionne immeuble par immeuble. Ça, je dirais que ce sont les recommandations principales. Faciliter aussi les changements de destination d'un point de vue administratif. Et puis, il y a un troisième axe qui est de piloter au mieux, finalement, le développement de nouvelles surfaces. Et là, on s'est globalement arrêté sur la question de l'agrément, de la stratégie d'agrément à l'échelle de l'Île-de-France. Ce n'est pas simplement sur le bureau, mais aussi sur d'autres destinations, typologies d'actifs. Et on pense qu'il faut passer d'une logique où l'agrément était un peu orienté sur la logique Est-Ouest, Île-de-France, à une phase où l'agrément va devoir aussi prendre en compte le fait que demain, on a peut-être entre 6 et 8 millions de mètres carrés de bureaux vacants à retravailler sur l'Île-de-France, en première couronne, en seconde couronne massivement aussi, et qu'il faudra favoriser le développement de nouvelles opérations qui permettent de repositionner de l'emploi, de nouvelles typologies d'activités économiques autour de l'activité productive, autour de la logistique très urbaine, autour des sciences de la vie, des labos, des PME-PMI, des ETI en croissance avec une phase de production, y compris dans le renouvellement de ces immeubles tertiaires. Et la politique d'agrément doit accompagner ça. On peut citer l'enseignement supérieur aussi de la même manière. Et alors, du coup, ces recommandations, en tant qu'aménageur, est-ce que vous les prenez déjà en considération? Alors, oui, même si on a mis
volontairement la casquette aménageur de côté dans le cadre de cette étude, mais bien sûr, ça résonne avec des enjeux que tous les aménageurs, GPA, mais aussi les autres aménageurs d'Île-de-France, peuvent avoir à relever. Quand on parle de mutualisation d'opérations d'aménagement à l'échelle de pôles tertiaires, oui, il y a certainement besoin demain d'avoir des opérateurs pour et aider les collectivités et faire le lien avec les investisseurs, avec les propriétaires, justement pour transformer à l'échelle de pôle les mètres carrés de bureaux vacants. On peut aussi s'interroger, ou en tout cas aller dans le sens de la diversification de la production d'immobilier d'entreprise. On a beaucoup réalisé d'opérations d'aménagement ces 20 ou 30 dernières années qui étaient basées à la fois sur du logement et sur du bureau. Aujourd'hui, on a un vrai enjeu de diversification de l'offre d'immobilier d'entreprise. Et pas simplement en disant bureau. Jusqu'à maintenant, on avait tendance à considérer que l'immobilier d'entreprise, c'était le bureau. Ben non, c'est pas que ça. Et d'ailleurs, les besoins des entreprises, il faut qu'on soit plus à l'écoute des vrais, enfin, pas des vrais, mais des autres besoins d'entreprise ou des besoins des autres entreprises, ou parfois ce sont les mêmes entreprises, mais qui ont des besoins différents. Je parlais d'économie productive, c'est un vrai sujet, y compris dans la première couronne parisienne, qui a perdu beaucoup de surface d'économie productive. Et on voit par ailleurs des nouvelles typologies d'immobilier beaucoup plus verticalisées, beaucoup mieux intégrées dans les tissus urbains, y compris à proximité de lieux d'habitat. C'est la responsabilité aussi notre responsabilité d'aménageur d'aider les collectivités et les investisseurs, d'aider le marché finalement à faire sa mutation par rapport à ça, tout en étant évidemment dans des logiques de valeurs qui doivent permettre à chacun, comme on dit, de faire tourner ses bilans. D'accord. Gardons cette idée-là pour la fin. Je vous remercie, Fabien Guissot, pour votre témoignage. Merci pour ce rapide digest, on va dire, de cette étude. Et peut-être à très bientôt sur BITV. Merci.